Je remercie d'abord Jana Berankova, l'Institut français et toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de cette rencontre. Je ferai deux remarques préliminaires. La première concerne la façon dont j'ai délimité mon sujet. Je ne parlerai que de l'événement 68 et j'en parlerai à partir de ce qui s'est passé en France. Ce n'est pas par chauvinisme, c'est simplement parce que c'est là-dessus que je pense pouvoir apporter des réflexions utiles à la problématique plus large de ce colloque. La deuxième remarque concerne l'équivoque que mon titre pourrait susciter. Il ne s'agit pas pour moi de traiter l'événement 68 du point de vue de trois disciplines différentes. Il y a deux bonnes raisons pour cela. La première, c'est qu'un événement, ce n'est pas un donné brut que des disciplines diverses aborderaient de diverses manières. L'événement est tel par un mode de narration et d'interprétation qui lie l'énoncé d'un fait à la déclaration d'un effet produit par ce fait sur un ordre des choses et sur un système de raisons. L'événement est l'inattendu qui bouleverse l'ordre des attentes et la manière dont les faits s'ordonnent dans des chaînes causales qui permettent de déduire ce qui sera de ce qui est. L'interprétation alors ne se contente pas d'assigner à ce bouleversement une raison. Elle décide aussi de sa nature et du type de rationalité dont il relève. On peut décider qu'un mouvement d'étudiants dans les universités et dans les rues est le résultat de l'action de quelques agités, quelques dizaines d'agités, comme il y en a toujours. On peut penser qu'il résulte de dysfonctionnements du système universitaire auquel on n'a pas assez tôt cherché remède. On peut y lire le symptôme d'un mal-être plus profond de la jeunesse. Mais dans tous ces cas, l'écart par rapport à l'enchaînement normal reste homogène à la rationalité de cet enchaînement. On juge que ceux qui devaient prévoir ont mal prévu, mais l'ordre du prévisible n'est pas affecté. Mais il est possible de donner au bouleversement une toute autre portée. On ne dira pas alors qu'une séquence de faits a perturbé l'enchaînement causal normal, mais qu'elle a inauguré un autre enchaînement qui remet cette causalité normale en question, qui remet en question la manière normale dont des faits sont liés les uns aux autres et dont la pensée établit des rapports entre des causes et des effets. L'événement alors n'est pas seulement l'imprévu qui arrive, mais celui qui remet en question la manière dont les choses arrivent, dont elles arrivent sur une scène déterminée, par exemple celle que l'on appelle politique, dont elles arrivent en général et dont la pensée en général s'y rapporte. Décider qu'il y a événement, c'est donc soustraire en fait une séquence de faits aux disciplines qui normalement en rendent compte. Cette première raison se lie à une seconde. Les disciplines ne sont pas des formes de rationalité constituées qui proposeraient des procédures d'interprétation de ce qui arrive. C'est plutôt le contraire. Les disciplines académiques sont des formes de solidification, de modes d'interprétation qui sont nés de la contrainte d'événements. Des noms comme sociologie, sciences politiques ou philosophie ne désignent pas d'abord des disciplines. Ils désignent plutôt des modes de construction de l'événement, des formes d'interprétation ou des positions subjectives quant au fait même qu'il arrive quelque chose. Mon intervention d'aujourd'hui établira alors un nœud spécifique entre les trois termes philosophie, politique et sociologie. Étant donné un ensemble de faits regroupés sous le nom de mai 68, je poserai la question philosophique, à quelles conditions peut-on considérer cet ensemble de faits comme un événement? J'explorerai alors l'hypothèse suivante. Cet événement ne peut être singularisé que si on y voit un mode d'enchaînement qui oblige à repenser ceux par lesquels on caractérise habituellement la politique. Mais pour cela, il faut arracher l'événement 68 à son mode d'interprétation dominant, au mode d'interprétation dominant des événements qui concernent le commun de la communauté, à savoir le mode d'interprétation sociologique. Nous savons en effet que la sociologie, avant d'être le nom d'une discipline universitaire, a été une tradition de pensée, une interprétation de la société moderne. Cette tradition voit la société moderne comme une société où le rapport des individus à la communauté est en crise. La matrice de cette tradition a été formée par la pensée de la contre-révolution. Celle-ci a vu, dans la Révolution française de 1789, la grande catastrophe qui avait détruit ou affaibli tous les corps sociaux et les institutions qui opéraient la médiation entre les individus et la société globale. Féodalité, corporation, église ou autres, pour laisser seulement en présence les individus
et une totalité sociale, devenue dès lors un monstre imaginaire entraînant la folie terroriste. Mais cette catastrophe, dans cette logique interprétative, ne tombait pas du ciel. Elle était l'effet du mal qui rongeait la société moderne depuis longtemps, le développement de l'individualisme. Celui-ci avait été initié par le protestantisme qui mettait chaque individu en rapport direct avec la vérité révélée de la Bible. Il s'était ensuite développé avec la philosophie des Lumières qui plaçait à la base même de la vie sociale et des institutions politiques la liberté des individus et le développement de l'esprit critique. Et il trouvait son aboutissement dans la Révolution et la Terreur. Ce récit de la catastrophe et ce mode d'interprétation ne sont pas restés l'apanage des seuls champions de la contre-révolution. Ils sont devenus le récit dominant de la modernité, partagé par tous les socialismes du XIXe siècle, au prix de rendre responsable de la catastrophe non plus le protestantisme ou la philosophie des Lumières, mais la puissance sociale tapie derrière eux, à savoir le capitalisme. Tous se sont accordés pour décrire la société moderne comme une société caractérisée par la perte des liens communautaires, noyée dans ces eaux glacées du calcul égoïste dont parle le manifeste communiste. Tous ont affirmé qu'il fallait refaire du lien, reconstruire des formes de médiation entre les individus et le tout. La sociologie, en ce sens, a d'abord été un projet de société. Ce qui est resté de ce projet un peu oublié, c'est un mode d'interprétation qui, lui, n'a pas été oublié, un mode d'interprétation dominant des événements qui arrivent sur la scène commune. Celui-ci peut se résumer en deux grands principes. Premièrement, il y a une nature des choses sociales qui a ses lois comme l'autre. Ces lois doivent être connues et respectées. Leur non-respect provoque la catastrophe, à savoir le déferlement de l'imaginaire qui croit pouvoir refaire la société à sa guise et engendre nécessairement la destruction. Mais, et c'est le second principe, cette destruction ne peut être elle-même qu'éphémère. L'imaginaire ne construit pas. La nature des choses sociales reprend donc, au terme du cycle des destructions, son cours normal. Il se tire de ces deux principes une certaine idée de la politique. Celle-ci est pensée comme mode de gestion œuvrant au maintien ou à la reconstitution des institutions créatrices de liens, ce que la langue sociologique appelle les corps intermédiaires. Il s'en tire aussi un principe philosophique simple. Il n'y a jamais d'événement qu'imaginaire. L'événement advient quand le réel est nié. Il est la catastrophe qui signale que les mailles du réel se sont desserrées, qu'elles ont laissé à l'imaginaire des interstices que celui-ci a transformés en déchirures meurtrières. Mais la déchirure est toujours provisoire et cette négation est condamnée à être niée à son tour. Dans cette logique, le mai 68 français représente la quintessence même de l'événement imaginaire. Une révolution étudiante est, pour elle, une chose que le réel contredit, le réel de société contredit en son principe. En France, deux textes publiés 4 ans avant 68 ont dénoncé par avance, d'une certaine façon, l'absurdité. En 1964, deux sociologues, Bourdieu et Passeron, publiaient leur livre sur l'origine sociale réelle et le comportement politique imaginaire des étudiants. Un livre intitulé « Les héritiers ». Les héritiers d'un ordre social ne font pas de révolution contre leurs propres privilèges, tout au plus une révolution imaginaire. La même année, un philosophe, Louis Althusser, publiait un article « Problèmes étudiants ». Il s'en prenait aux syndicalistes étudiants qui, sous prétexte de critiquer l'université bourgeoise et ses formes de transmission du savoir, attaquaient pour lui la science elle-même. Or, celle-ci était pour lui le pouvoir sur lequel reposait une transformation réelle de la société, que seule pouvait mener la force sociale réelle appelée mouvement ouvrier, guidée par la science du mouvement réel de la société. La condamnation était sans appel, et pourtant, 4 ans plus tard, les mêmes thèmes de critique du savoir universitaire, développés par ces héritiers, critiqués par Althusser et raillés par Bourdieu et Passeron, déclenchaient un mouvement qui, en 2 semaines, s'étendait à tout un pays et faisait vaciller toutes les structures et les formes de pensée hiérarchiques qui ordonnaient une société et légitimaient un gouvernement. Cet embrasement semblait contredire la vision sociologique du monde,
Mais le retour à l'ordre allait lui permettre d'y voir au contraire sa confirmation. Dès l'automne de 68, le grand maître de la sociologie universitaire française et grand idéologue de la droite française, Raymond Aron, publiait un ouvrage intitulé « La Révolution introuvable ». Interrogé comme savant sur l'interprétation des événements du printemps passé, il répondait en énonçant les deux axiomes de l'interprétation sociologique. Premièrement, ce bouleversement était arrivé à cause d'un défaut constitutif de la société moderne, la faiblesse des corps intermédiaires et des liens collectifs. Deuxièmement, il ne pouvait pour la même raison être autre chose qu'une révolution imaginaire. La France, expliquait-il, manque des corps intermédiaires nécessaires pour répondre à la complexité des sociétés modernes. Les individus y sont condamnés à la solitude, et les jeunes tout particulièrement. Ce défaut de lien réel, encore accentué par la nostalgie des révolutions du passé, provoque nécessairement un surinvestissement imaginaire. Le soulèvement étudiant pouvait donc se décrire comme un grand carnaval de la fraternité imaginaire, je cite. Cette espèce de fraternité juvénile dans une communauté semi-délinquante, c'est la surcompensation de la solitude dans laquelle vivent ordinairement les étudiants français. Fin de citation. Mais la même raison qui expliquait l'événement expliquait son incapacité à devenir la révolution qu'il croyait être. Si la révolution de mai était condamnée à rester imaginaire, c'était parce qu'il existait bien en fait un corps intermédiaire, le Parti communiste français qui avait su préserver la classe ouvrière de la contagion de la révolte et collaborer avec le gouvernement pour défendre le jeu normal des rapports sociaux et des négociations sociales. Simplement, c'était un corps intermédiaire ambigu. Il jouait en temps de crise le rôle de force conservatrice, mais il continuait en temps normal à maintenir la possibilité de la subversion en maintenant la crédibilité théorique et l'attractivité affective du paradigme révolutionnaire marxiste. Le déclin parallèle des forces gauchistes révolutionnaires et du Parti communiste n'a fait depuis ce jour que renforcer la vision sociologique. Mai 68 est devenu, dans la sociologie journalistique dominante, un mouvement des baby boomers, élevé dans la prospérité économique des 30 glorieuses et avide de secouer l'autorité patriarcale pour jouir sans entrave des bienfaits de la société de consommation et de la liberté sexuelle. Un ouvrage d'histoire culturelle intitulé « Les baby boomers » plaçait les événements de 68 dans le sillage d'une révolution sociétale et morale, dont l'auteur situait le tournant en 1965. L'apparition des valeurs dites hédonistes s'y manifestait pour lui par un certain nombre de symptômes concomitants. La baisse des vocations religieuses, l'apparition du nu dans les magazines et dans les films, ou l'émergence du chanteur Antoine, de ses cheveux longs et de son appel à mettre en vente la pilule dans les monoprix. Un gros ouvrage de sociologie intitulé « Le nouvel esprit du capitalisme » allait plus loin, puisqu'il faisait de l'esprit 68 non seulement la manifestation de l'hédonisme des baby boomers, mais la matrice idéologique qui avait servi à rénover le management capitaliste. Ce diagnostic s'appuyait encore sur les principes patriciels de l'interprétation sociologique. Il y a, disaient les auteurs, deux grands types de critiques. Il y a la critique sociale, qui lutte contre l'égoïsme et l'inégalité au nom des valeurs de solidarité collective, et il y a la critique artiste, qui oppose à l'ordre dominant les valeurs individuelles de l'autonomie et de la créativité. La première est celle de la tradition ouvrière, la seconde celle de la révolte étudiante. Or, c'est celle-ci qui a permis au capitalisme, au moment de la crise, de trouver des formes de management alternatifs, détournant à leur profit les revendications d'autonomie et de créativité. Mai 68 est ainsi devenu un exemple type de l'interprétation sociologique de la politique, c'est-à-dire au final de l'auto-validation de ce mode d'interprétation. Mais on peut lire à l'envers cette adéquation parfaite entre les principes d'une méthode et le traitement de cet objet particulier. On dira alors à l'inverse que l'objet mai 68 était peut-être ce qu'il fallait absolument réduire à cause du démenti radical qu'il portait à la vision sociologique du monde.
et l'on pourra déduire de ce grand écart les éléments d'une pensée strictement opposée de la singularité politique. Il faut d'abord rappeler l'écart entre les motivations et les manières d'être des activistes de 68 et l'image véhiculée par l'interprétation sociologique. Peu de joueurs de guitare à cheveux longs parmi ceux qui occupaient les universités et les rues. Pas de revendications contre l'ordre familial et d'appel à la libération des mœurs. Pas de revendication de la jeunesse en tant que telle. Pas d'exaltation de la créativité artiste. Du début à la fin, le mouvement de mai 68 en France s'est centré non sur la relation entre la jeunesse et les structures morales et sociales répressives, mais sur les relations entre l'université et la société capitaliste. Elle s'est centrée sur la manière dont l'organisation universitaire exprimait la domination d'une classe et préparait ceux qu'elle accueillait à servir cette domination. S'il y a un thème central qui parcourt tout le mouvement, depuis les conflits initiaux sur les problèmes de validation des examens, jusqu'à la grande affirmation collective d'un mouvement révolutionnaire, c'est bien celui-ci. Nous ne voulons pas être formés pour devenir les auxiliaires de l'exploitation capitaliste de la classe ouvrière. En un raccourci saisissant, un tract de mai demande tout simplement l'abolition des examens et du capitalisme. Dès son début, la critique de l'enseignement et des examens universitaires est tournée non vers des revendications d'autonomie de la jeunesse, mais vers la mise en question des structures globales de l'exploitation et de la domination sociale. Du début jusqu'à la fin, il s'exprime dans les termes de la critique sociale, et plus précisément dans les termes marxistes de la lutte des classes. Les thèmes qui ont servi à forger l'image sociologique de mai 68 sont en fait ceux qui ont fleuri plus tard comme conséquence du déclin de ce mouvement. Mais il ne s'agit pas simplement d'opposer les slogans des tracts de mai 68 aux images rétrospectives du mouvement. L'essentiel est dans la dynamique qu'expriment ces slogans, dans l'agencement de pensée et d'action qui s'est déployé alors entre le lieu universitaire, la rue et la société globale. Ce qui s'est opposé en mai 68, ce sont deux idées de la politique. Il y a la logique que j'ai appelée policière. Selon celle-ci, l'action politique est une gestion des équilibres entre les forces qui composent la société. Un conflit politique est alors le symptôme d'un changement dans la composition des forces sociales ou des formes sociétales à laquelle il faut remédier par un rééquilibrage. C'est à une toute autre idée de la politique qu'on a affaire en mai 68. Une idée qui fait de la politique une activité possédant sa rationalité autonome. La politique mérite ce nom, pour autant qu'elle est l'œuvre de sujets propres. Ces sujets ne sont pas des groupes sociaux ou des représentants de groupes sociaux, mais des opérateurs qui se définissent non par leur identité, mais par leurs actes. Ces actes déplacent les lignes mêmes de distribution des identités sociales et les modes mêmes d'articulation entre les paroles et les actions et les actions, les lieux et les temps, et elles créent ainsi un espace inédit de connexion. On peut le dire autrement. Il y a politique par la suppression de ces médiations qui font, pour la rationalité sociologique, la consistance même de la société. La subjectivation politique est proprement un art du court-circuit, qui relie directement un problème supposé local à l'articulation globale des rapports sociaux. On reconnaît là, au passage, l'opposition de deux manières de penser le rapport de la partie au tout. Une opposition qui est au cœur de la pensée de l'émancipation intellectuelle que j'avais analysée dans mon livre « Le maître ignorant ». Il y a la logique policière, selon laquelle toute particularité est la logique inégalitaire, selon laquelle toute particularité est intelligible seulement dans un rapport au tout, dont les enchaînements ne peuvent être parcourus que dans un ordre déterminé et sous la conduite de ceux qui savent. Et il y a en face la logique émancipatrice, la logique égalitaire, selon laquelle tout est dans tout, c'est-à-dire qu'il est possible depuis tout point de départ particulier de trouver sans guide une voie qui permette d'enchaîner cette particularité à d'autres et une méthode générale d'enchaînement. On peut dire alors que
l'apparente naïveté de la demande d'abrogation simultanée des examens et du capitalisme met en œuvre quelque chose comme une politique émancipée. Les activistes étudiants décident que la question des examens contient le tout du rapport entre université et système social. Ils décident que ce rapport peut être posé directement, sans passer par toutes les médiations auxquelles, normalement, leur combat et les objectifs de ce combat sont soumis par les tenants du savoir universitaire et du savoir organisationnel. Par exemple, la démocratisation du recrutement des étudiants, l'acquisition par les étudiants du savoir sur la société, la subordination du syndicalisme étudiant à la puissance syndicale ouvrière et, en dernier ressort, de la lutte économique syndicale à la lutte politique menée par le parti d'avant-garde. Cette suppression des médiations a un nom infamant dans une tradition marxiste qui est elle-même dépendante de la vision sociologique du monde. On l'appelle ordinairement spontanéisme. Et on définit le spontanéisme comme une propension à l'action immédiate, irréfléchie, ignorante des nécessités de l'organisation, commandée par la science de l'enchaînement nécessaire des phénomènes sociaux. Mais il est possible de renverser l'argumentation à partir du sens même du mot. Ce qui est spontané, c'est ce qui va de soi. C'est ce qui est homogène à l'ordre existant du perceptible, du pensable et du faisable. Ce qui est spontané, en fait, c'est la croyance à la nécessité et la soumission aux médiations et aux médiateurs qui incarnent cette nécessité. L'organisation de la lutte politique commence à l'inverse, avec la reconnaissance de la contingence de tout cet ordre, et avec la création des enchaînements de paroles et d'actions requis pour mettre à jour cette contingence et pour en tirer les conséquences. Le même renversement affecte une autre catégorie ordinairement négative, la catégorie de l'éphémère. On oppose toujours l'éphémère des révoltes aux stratégies révolutionnaires à long terme. Mais ces mouvements dits éphémères sont précisément les ruptures dans l'ordinaire du temps à long terme, qui est celui des médiations et des différements interminables. Et c'est par ces ruptures que se constitue un temps propre de la politique. De là vient que les sujets s'en définissent volontiers par des dates. On sait que la principale puissance organisatrice des manifestations du printemps 68 à Paris, à côté de l'organisation syndicale sans troupes, fut une organisation dont le nom n'indiquait ni une composition sociale, ni un programme, mais seulement une date de naissance absolument contingente, celle d'une manifestation improvisée à la faculté de Nanterre. Il s'appelait le mouvement du 22 mars. La politique s'identifie par des commencements qui instaurent un enchaînement temporel hétérogène à celui de l'évolution sociale normale. Ce qui caractérise ce temps, c'est un changement de vitesse. Il y a de la politique quand, au raccourci entre les points singuliers d'un ordre social, correspond une accélération dans une séquence d'actions et dans l'invention même de scènes et de formes d'action. Précisément, le mouvement du 22 mars revendiquait le fait de ne pas avoir de programme politique, c'est-à-dire de définition d'une série d'étapes entre une situation donnée actuelle et le moment de la prise du pouvoir. Ce qu'il avait à sa place, et bien sûr ce qui fait scandale pour la vision dominante, c'est-à-dire pour la vision policière de la politique, c'était, disait-il, une certaine prise sur ce qui se passe et sur ses conséquences pour les 3 ou 4 jours qui viennent. Bon, formule frappante évidemment. Derrière l'opposition du temps court au temps long, il y a la définition en fait d'une autre rationalité de l'action. Cette rationalité est immanente au déploiement même de l'action et non plus calculée selon des prévisions d'étapes à franchir sur le chemin du pouvoir. C'est que le problème n'est pas de se rapprocher d'un pouvoir pris comme terme de l'action, mais de développer un pouvoir déjà en exercice. De ce point de vue, la notion d'action exemplaire, qui a été centrale en mai 68, mérite attention. L'action exemplaire n'est pas, comme on l'a souvent défini après coup, une action qui opère une démonstration exemplaire sur la nature des formes d'oppression. C'est une action qui instaure un dynamisme autonome en refusant la logique des médiations.
Une action exemplaire, dite un texte du mouvement du 22 mars, est une action qui pose une situation qui va se dépasser et être dépassée. Le dépassement ne consiste pas simplement dans le fait qu'une action crée une nouvelle situation. Ce qui est dépassé, c'est le système normal des étapes de l'action, correspondant au jeu normal des médiations entre la partie et le tout. La dynamique autonome fait sauter les barrières qui séparent normalement la protestation locale de l'affrontement global du système. Pour cela, elle doit aussi modifier la nature et la portée des actes de la protestation. C'est ce que le mouvement a fait, encore selon l'analyse du 22 mars, par sa manière d'occuper la rue et l'université. Dans la rue, il ne s'agit plus simplement de protester, mais de tenir la rue, d'y exercer un pouvoir. Et même quand ce pouvoir prend la forme de la barricade opposée aux forces de l'ordre, ce qui compte, ce n'est pas l'efficacité défensive de la barricade, c'est le fait que tout le monde, n'importe qui est présent là, utilise son imagination et ses mains pour la construire. Dans l'université occupée, de même, se définit une autre manière d'occuper. Si elle est reprise de la tradition ouvrière des occupations d'usines, l'occupation de la Sorbonne s'en différencie en ce qu'elle est une occupation ouverte, une occupation qui invite les autres, les non-étudiants, ouvriers et travailleurs ou non-travailleurs de toutes sortes, à y prendre part pour transformer le lieu lui-même et le mettre hors du système des médiations. Les manières d'agir dans la rue et dans l'université occupée créent un système d'enchaînement d'actions déviants qui détermine des effets là même où les intermédiaires normaux s'emploient à éviter la contagion. Les dirigeants syndicalistes ferment les portes des usines aux étudiants. Et pourtant, les ouvriers qui sont dans ces usines refusent massivement les accords négociés par ces mêmes dirigeants avec le gouvernement. Un tel effet à distance est, dans cette analyse du 22 mars que je cite, un résultat de cet enchaînement d'actions qui a déplacé les limites du possible. On peut dire alors, et sans aucun paradoxe, que ce que la séquence de mai 68 manifeste, c'est une radicalité retrouvée de la politique comme forme d'invention collective. Invention de noms qui brisent les identifications sociales données, invention d'actions qui font sauter les médiations normales qui définissent l'ordre consensuel, transformation des espaces, de leurs usages et de leurs fonctions symboliques, déploiement d'un temps autonome et accéléré. Ces caractéristiques sont normalement associées aux notions négatives de la révolte spontanée et éphémère. Or, il est possible de vérifier que ce sont ces perturbations momentanées de l'ordre normal des rapports sociaux qui font exister une instance spécifique de la politique. Il y a de la politique pour autant qu'il existe un certain nombre de séquences qui créent des temporalités détachées de la temporalité dominante. Les barricades parisiennes de 68 ne sont pas des répétitions nostalgiques et anachroniques des barricades parisiennes de la Révolution de 1848, qui seraient elles-mêmes une imitation d'une révolution française, elle-même prisonnière de références anachroniques à l'Antiquité grecque et romaine. Ces barricades s'inscrivent dans une tradition politique d'invention de manières différentes d'utiliser les espaces et les temps, les mots et les gestes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a de politique que dans les moments d'exception. Cela veut dire que c'est en raison de ces temps d'exception qu'il y a une histoire propre de l'invention politique, distincte de l'histoire des forces sociales et des institutions étatiques. Les moments politiques ne se dissolvent pas comme des bulles éphémères qui laissent intact l'ordre des choses. Les accélérations temporelles, les espaces recomposés, les séquences d'actions inédites, les effets de d'identification produits par certains mots créent des manières de percevoir, de sentir, de parler et d'agir qui se perpétuent. Elles créent des figures du possible qui engendrent d'autres dynamiques. Les révolutions manquées ou confisquées du XIXe siècle ont aussi donné naissance à des mouvements politiques et sociaux de grande ampleur. Les mouvements des années 68 ont créé des dynamiques d'action et des formes de de symbolisation d'un conflit de monde
qu'on a clairement retrouvées dans les mouvements d'occupation des places qui se sont déroulés depuis 2011, depuis Tunis ou le Caire jusqu'à Paris, en passant par Madrid, New York, Istanbul, Athènes, Hong Kong et d'autres villes encore. L'événement 68 peut alors s'interpréter comme une redécouverte des propriétés fondamentales de la politique, de ses mots et de ses actes, de son temps et de son espace à la fois matériel et symbolique. Mais il témoigne aussi d'un rapport ambigu entre cette pratique de la politique et le cadre de pensée sociologique dans laquelle la politique est normalement comprise, notamment sous la forme marxiste de la lutte des classes pensée comme lutte de force sociale menée par une avant-garde. Mais cette ambiguïté elle-même peut se lire en deux sens opposés. On peut la lire comme une incapacité du mouvement politique de 68 à rompre au niveau d'une vision d'ensemble avec le schéma marxiste de l'action révolutionnaire dévolue à une classe. Mais on peut le lire à l'inverse, comme la rupture effective avec un paradigme révolutionnaire classique qui reste pourtant encore affirmé en principe. Du premier côté, on dira que l'activité militante du printemps 68 n'a pas eu la théorie de sa pratique. Elle a rompu sur le terrain avec le paradigme marxiste, c'est-à-dire avec la soumission de l'action politique à une science d'évolution sociale, avec ses formes de définition des fins et des moyens, de détermination des agents légitimes et de hiérarchisation des formes d'action. Elle a opposé ses raccourcis et ses transversales à ses médiations, ses étapes et ses subordinations. Mais pourtant, le mouvement a continué pour l'essentiel à penser sa destination selon la logique de ce paradigme, en envoyant à la porte des usines ces activistes que les permanents du syndicat et du Parti communiste refoulent, en organisant des manifestations que ceux-ci désapprouvent et en appelant à la constitution de comités d'action qui court-circuitent ces organisations. Le mouvement de mai ne continue pas moins à penser son action propre comme une action auxiliaire vouée à se subordonner à la direction du mouvement ouvrier. Il continue à s'inscrire dans la logique d'une conception du processus révolutionnaire qui fait que la même force qui freine le mouvement reste reconnue comme celle qui est légitimée à en prendre la tête. Mais on peut lire le rapport à l'envers. On dira alors que dans le mouvement du mai 68 français, et plus largement dans les mouvements de ces années-là, le revival du vocabulaire, de la conceptualité et des emblèmes marxistes cache une rupture de fait avec la conception marxiste de la révolution sociale portée par le processus historique et avec sa conception du rôle dirigeant de la classe ouvrière et du parti d'avant-garde. À ce moment-là, l'appel au parti qui a la vocation de diriger le mouvement devient le constat que sa véritable vocation est de le réprimer. En août 1968, les militants parisiens qui, au printemps, n'avaient guère fait attention à ce qui se passait alors à Prague, font immédiatement le lien entre la répression de leur printemps anticapitaliste par le Parti communiste français et la répression du printemps démocratique de Prague par les chars russes. Mais l'écart le plus important pour la pensée de la politique et pour la pensée tout court n'est pas celui des militants du mouvement de mai par rapport aux organisations communistes, ni même par rapport à la théorie marxiste comme telle. L'écart décisif qui s'est manifesté alors, et que les mouvements récents ont accentué, touche à la nature même de cette politique non sociologique qui s'est jouée en mai 68, à la forme de ses enchaînements et à sa manière de produire des effets. Derrière les oppositions convenues de la spontanéité, de l'organisation ou de l'éphémère et du long terme, se cache un paradoxe plus profond. Le court-circuit politique qui fait sauter les verrous et les étapes définit en même temps un processus de développement immanent qui n'est plus déterminé à partir d'une étape finale à atteindre et d'un dernier verrou à faire sauter. Le manifeste « Nous sommes en marche », qui reste un des textes les plus significatifs qui ait été élaboré, disons, à la Sorbonne au printemps 1968, ce texte exprime ce déplacement dans la détermination du rapport classique entre moyens et fins. Je cite un extrait. Nous voulons les moyens de nos fins, c'est-à-dire, sinon le pouvoir, du moins un pouvoir d'où toute forme d'oppression et de violence soit exclue.
en tant que fondement de son existence et moyen de sa survie. » Fin de citation. Bon, cette phrase qui est assez alambiquée ne lui dit pas simplement le désir d'un pouvoir sans violence, donc quelque chose qui s'oppose à l'idée de la dictature du parti révolutionnaire. Elle traduit, je pense, un déplacement plus profond de la problématique du pouvoir. Celui-ci n'est plus la fin que l'on se propose comme le moyen d'une transformation sociale. Il est la puissance que l'on déploie ici et maintenant. Il est la mise en commun d'une capacité de pensée et d'action qui appartient à tous et à toutes. C'est cette imprévisible capacité de tous et de toutes, et non une habileté de stratège, qui permet les raccourcis de l'action et en fonde l'efficacité. Nous voulons les moyens de nos fins, dit le texte, mais justement, il ne s'agit plus de la fin qui justifie les moyens, il ne s'agit plus de l'intelligence des stratèges qui calculent le rapport entre les deux. Il s'agit au contraire d'abolir l'écart que le point de vue instrumental et stratégique implique entre la nature des moyens et celle des fins. Il s'agit de les fondre dans un processus homogène qui devient finalement le développement de sa propre puissance. Cette puissance ne peut plus se mesurer alors à l'aune des coups qu'elle porte à un adversaire ou des étapes franchies vers un but à atteindre. Elle s'autonomise en se séparant du monde de l'ennemi plutôt qu'en s'armant contre lui. En son essence, la politique est conflit de monde plutôt que conflit de force. Et c'est cette essence qui se montre à nu dans ces moments de rupture qui engendrent des temporalités déviantes par rapport au cours ordinaire des choses. Marx lui-même avait déjà pris la mesure de cet écart dans son analyse de la Commune de Paris. La grande mesure sociale de la Commune, disait-il alors, est son existence même. C'est la démonstration de la capacité des hommes et des femmes ordinaires à faire ce qui n'était pas censé être leur vocation, à savoir organiser un monde commun dans ses aspects les plus globaux comme les plus quotidiens et immédiats. L'organiser comme un monde de l'égalité, où toutes les fonctions publiques qui auparavant étaient identifiées à la hiérarchie représentative sont devenues des fonctions ouvrières de statut identique. C'est cela même que le mot communisme désigne en son essence, une puissance d'agir qui est sa fin en soi, qui organise un monde où la différence des moyens et des fins a disparu en même temps que la différence entre dirigeants et exécutants. On peut penser pour penser cela, à ce qui est dit notamment dans les manuscrits de 1844. Mais cette effectuation même de son essence communiste fait que la Commune est trop occupée à couver une société nouvelle pour s'occuper, dit Marx, des cannibales, c'est-à-dire, disons, des gens de l'armée officielle, de l'armée de Versailles, qui sont à ses portes. Mais il ne s'agit pas là d'une erreur stratégique qui serait due à un excès de naïveté pacifiste des communards. Il s'agit, je pense, beaucoup plus profondément d'une contradiction essentielle entre force de conflit et puissance de monde, entre un mode d'agir qui sépare les moyens et les fins et un mode d'agir qui ne les sépare pas. Cette déchirure qui était apparue dans l'événement de la Commune de Paris, que Marx avait perçue alors, cette déchirure pourtant avait pu se suturer dans l'identification entre la force du groupe social ouvrier et la puissance du sujet politique révolutionnaire. Au fond, le conflit de monde s'est laissé longtemps traduire en conflit de force, parce qu'on pouvait identifier sous le seul nom de classe ouvrière trois choses: une partie du corps social, une force de combat et une puissance de monde. De ce point de vue, l'événement 68, loin d'être une bulle éphémère, a été un moment charnière. D'un côté, la manifestation politique de la capacité de tous s'est située encore dans l'horizon de cette histoire où une force déjà présente dans la société était censée porter en elle un monde à venir. Mais la puissance même d'événements de 68 portait en elle-même aussi autre chose, à savoir la dissociation entre puissance de monde et conflit de force, entre sujet politique et force sociale. Mai 68 en France a manifesté politiquement cette dissociation entre sujet politique et force sociale. Et elle l'a donné à penser philosophiquement, avant que la délocalisation des usines,
La destruction des usines, donc la délocalisation des industries et la dispersion des ouvriers n'en imposent brutalement la réalité empirique. Les usines occupées, aux portes desquelles les étudiants s'étaient pressés au printemps 68, ont été rasées depuis lors. La Sorbonne elle-même est devenue un lieu où on ne pénètre qu'avec un badge. La capacité de tous s'exerce donc principalement aujourd'hui par ces occupations temporaires de lieux publics, places ou parcs, qui ne s'identifient plus à aucune institution ou à aucune force sociale définie. Ou encore par ces sortes de communes qui s'installent sur des lieux de vie menacés par des grands projets industriels. Les tentes dressées sur les places occupées, et même les dispositifs d'autodéfense de ces communes d'un type nouveau, manifestent plus clairement que jamais un caractère de sécession plutôt que d'assaut à l'égard du monde organisé par les puissances capitalistes et étatiques. Bon, certains critiques y ont dénoncé, bien sûr, une manière de jouer à la communauté, dépourvue d'objectifs politiques. Mais je crois que cette critique facile est un moyen commode d'oublier la scission effectivement advenue entre puissance de monde et force sociale. Ces nouveaux rassemblements mettent encore en œuvre, à leur manière, ces raccourcis entre la partie et le tout, et ces accélérations par lesquelles s'était exercée en 1968 la capacité politique de tous. Mais ils les mettent en œuvre hors de toute articulation réelle ou imaginaire à l'efficace d'une force sociale poursuivant une fin définie. Ces communautés improvisées auxquelles on reproche leur manque d'objectifs prennent acte en réalité de cette scission. Elles prennent acte de la nécessité d'articuler les raccourcis et les accélérations de la politique, non plus à des forces sociales chargées de tâches historiques, mais à des formes de vie en construction. Ces formes de vie en construction que certains mouvements récents ont significativement appelées des espaces sociaux libres, non plus des forces sociales, mais des espaces sociaux en construction. Le moment 68 a peut-être émancipé la pensée de la politique du modèle sociologique. Mais c'est pour mettre cette politique émancipée devant le défi d'inventer à neuf les formes en inscription dans la durée. Je vous remercie de votre attention.